C'est voilà, de carbone, de verre, avec différents tressages, différentes orientations de fibres, comme connu, bibier, le tissu de surface, ELT, puis après des UD, T700, M40J, et puis la gaine. En fait, on vient draper nos tissus secs, donc on les découpe, on a tous les gabarits là qu'on peut voir. Le tissu là pour découper, pour l'instant on fait encore tout en découpe manuelle, on va vite passer en découpe automatique, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà, petites améliorations à faire. Et on a des gabarits pour savoir comment toutes les pièces, pour que tout se découpe de façon identique d'un foil à l'autre. Voici la solution du RTM. On injecte de la résine, mais par contre on a une âme au milieu, donc on a une mousse qu'on vient usiner en interne, qui permet justement d'avoir le bon écartement des pots. En fait, on veut pas remplir la pièce de fibres parce que c'est du composite, donc on veut quand même que ça soit suffisamment léger comme pièce. Ouais. Et l'idée, c'est d'aller remplacer la fibre neutre qui n'a pas forcément d'intérêt au milieu de la pièce et d'aller la remplacer par une âme qui va quand même permettre d'écarter les pots et de vraiment placer les tissus mécaniques à l'extérieur le plus près du moule, de l'empreinte du moule. Parce que du coup, on va avoir les pots qui vont vraiment être à l'extérieur, reprendre le maximum d'effort et le maximum de déformation. Et du coup, bloquer les déformations. Donc là, nous, après, l'avantage, c'est que si on veut en modifier les épaisseurs des mousses, si on voit qu'on n'est pas assez compacté, on joue directement avec de la CN à côté pour modifier tout ça, quoi. Ici, c'est l'étape où on prépare des coupons d'ailes. Donc on vient préparer l'aile, le bas ou si on en a. On a des gabarits qui nous permettent de positionner aussi les tissus les uns par rapport aux autres. Et du coup, ça nous permet on drape notre coupon à l'avance, qu'on vient après poser sur la mousse. Et après, on pose ça dans le moule. C'est ça pour avoir des temps d'ouverture de moule les plus courts possibles, quoi. Préparer tout à l'avance quand les moules sont en train d'infuser. Et puis... Ça, c'est la partie préparation des coupons. Et puis après, on a les moules qui sont derrière. Donc là, on a deux types de matières. Là, on a les moules à l'huile. Donc tous les moules sont usinés en interne directement. L'avantage, c'est que on n'a pas de délai à attendre par rapport à notre fournisseur, à nos usineurs. Et puis dès qu'on veut en modifier quelque chose, on peut modifier quelque chose. Là. Donc là, on est sur du lab là pour l'instant parce que c'est un moule de prototype. C'est un moule prototype là. C'est pour le L1 2020 là, qui va sortir. Donc là, pareil, c'est des moules qu'on fait vivre. On remodifie s'il y a des parties qui nous plaisent pas, on remodifie et puis on fait passer sous la CN pour que ça soit la pièce, la pièce qui nous plaît, le foil qui nous convient bien. Et une fois qu'on valide, là c'est le rail par exemple qui est à côté, là on usine directement dans la vue. Donc voilà, donc c'est le moule du rail qui a été aussi usiné ici en interne. Ça nous permet de sortir les pièces quand on veut, de pas avoir de délai avec les sous-traitants et puis voilà, de garder tout en interne. C'est quand même un sacré avantage pour nous. Ouais, du coup, pour la techno qu'on utilise, donc le RTM qui est, du coup, moule pour moule, on drape à sec et après on vient injecter, tirer le vide dans le moule et après injecter la résine. C'est une techno qu'on utilise parce que, au tout début du loquet, on avait démarré avec en fabrication dans des garages et, on n'avait pas de four pour faire chauffer du preg. Du coup, on a développé vraiment à fond cette techno et comme on la connaît et qu'on connaît toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, ça nous permet de sortir nos pièces rapidement et là on est vraiment calé sur ce process-là. Et donc c'est un process hormis l'infusion qui permet effectivement de mouiller les fibres. Après vous avez une cuisson quand même dans une étuve. Après nous on n'a pas besoin de monter très haut en température, on peut monter à 40 degrés, après on sort les pièces et après on cuit les pièces en dehors du moule. Ça nous évite justement d'avoir des fours qui montent à des grandes températures. Et vous n'êtes pas obligé de chauffer les moules du coup. On n'est pas obligé de chauffer les moules. Après on est obligé quand même de les chauffer jusqu'à 40 degrés. D'accord. Mais c'est pas du 100 degrés ou 120 degrés. Bon nous de toute façon on est limité après par rapport à la taille de l'entreprise, nous ça reste une petite structure, on est ici dans la structure et voilà, c'est notre façon de voir l'entreprise pour l'instant pour Kevin et moi. Là on voit l'étuve en fond qui est très jolie. Voilà, en bois, le petit chalet en bois. Voilà. Pour doser la résine, faire le mélange, être sûr d'avoir le bon mélange. Bon, en époxy, on sait qu'il faut des quantités, il faut être très très rigoureux sur les quantités de résine et les mélanges. Là, on a fabriqué une machine pour automatiser le dosage de résine en fonction des pièces.
Comme ça, moi, on est sûr d'avoir le bon ratio entre la résine et le durcisseur. Ah, voilà. Ah, vas-y, tu peux nous montrer. Donc là, c'est une aile qui là, sort on a de... une aile de Rex qui est brute de démoulage. Ouais. Donc, qui est déjà assez lisse en surface. Donc là, il y a une étape de détourage ensuite. Ouais. Et une étape de surpassage. Donc, on va venir reprendre les appuis en usinage pour avoir des emboîtements. Donc c'est repris avec la CNC qu'on a vu tout à l'heure. C'est repris avec la CNC qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi les perçages qui sont faits avec la CNC. Okay. On a deux plots de guidage pour vraiment centrer l'aile par rapport au foil. Qui sont faits à la CNC aussi. On va voir sur le bas. Là. On les voit ici. Là. Ah oui, exactement. La machine d'usinage qui nous permet d'usiner les moules, d'usiner les mousses, de faire le détourage. Du coup, on est vraiment parti sur un détourage automatique. Automatique, parce que pareil, on réusine les appuis aussi pour être sûr d'avoir les ailes bien parallèles, ce qu'on n'avait pas forcément sur les toutes premières LK1, et maintenant on va mettre chaque appui. Comme ça, moi, on est sûr d'avoir l'appui du stabilisateur et l'appui de l'aile portante sont repris en usinage. Quand on déménage, on a des ateliers. Et donc le fait d'avoir deux autres machines, c'est pour pouvoir produire plus. C'est pour pouvoir faire plus de pas être bloqué en fait. D'accord. Le problème c'est que dès qu'on usine un moule, on ne peut pas détourer nos pièces. Ouais. Et même par rapport à la découpe tissu, on veut équiper aussi les machines pour faire la découpe tissu avec ces machines-là. Et pareil, l'usinage de mousse, dès qu'on est en train de détourer, on ne peut pas usiner de mousse. Enfin, voilà, donc on a un blocage qui nous demande beaucoup d'organisation. Et le fait d'avoir trois, ça va nous permettre d'être un peu plus libre sur la production. Et aujourd'hui, la CNC, c'est un peu l'outil qui limite votre production, quoi. Oui et non. Oui, ça demande plus d'organisation par rapport au moment où on va lancer l'usinage d'un moule, qui peut prendre une semaine. Et il faut bien vérifier qu'on est tout en avance. D'accord. Et oui, ça peut être un outil bloquant. Après, voilà, on bloque le plus, c'est aussi la main d'œuvre. La main d'œuvre, on pourrait produire plus avec plus de monde, et on aurait plus de surface à l'atelier, on aurait plus de moules, ça veut dire aussi moins de développement de l'autre côté. Donc, les machines elles vont aussi servir à ça, avoir des machines dédiées au développement et des machines dédiées à la production. Voilà, donc là on est dans notre partie finition. Donc là on a des postes de finition avec des petites tables aspirantes et aspirateurs pour essayer de faire le minimum de poussière. Voilà, avec tous les gars qui sont en attente de finition. Et du coup, la finition d'un foil, ça représente quoi en termes de temps par rapport à l'ensemble de la production? La finition d'un foil, on va dire que ça représente 2/3 du temps. D'accord, donc en fait c'est une grosse charge en termes de manœuvre. Ouais, il y a le détourage, il y a la reprise des appuis à la machine maintenant. Et puis ensuite il y a les étapes de ponçage, d'égrainage, différents grains, de lustrage et l'expédition, ça prend du temps aussi. Ouais. Donc il y a 2/3 du temps. Et quand vous sortez des moules, vous avez juste des phases de ponçage ou vous faites aussi du vernissage, etc. On n'a pas de vernissage. D'accord. Uniquement des phases de ponçage voilà, et de lustrage. Donc avec votre technologie qui est une technologie à sec, vous n'avez pas besoin de remettre de la matière. On n'a pas besoin de remettre du vernis par-dessus les pièces. Pour l'esthétisme des pièces, on pourrait mettre du vernis. Mais par choix, au début, sur l'envol, on peignait toutes les ailes. Ouais, on peut peindre les ailes à l'extérieur. C'était des étapes de finition, ensuite des étapes de peinture avec des gestions de fournisseurs. On ne gérait pas forcément bien les épaisseurs de peinture qu'ils mettaient aussi. Ouais. Donc ça peut faire des variantes dans le process, alors que là on maîtrise vraiment la chaîne de A à Z et on est beaucoup plus proche de nos pièces. Donc ça c'est les produits prêts à être expédiés. Voilà, ça c'est nouveau. Ouais. Je vois qu'il n'a pas la même forme. Et effectivement, là, on voit que l'avant est plus épais. Ouais, on a réépaissi un peu l'avant pour reprendre en raider.
On reste sur les mêmes dimensions par contre au niveau encombrement. Longueur de fuselage identique, hauteur de maille identique. Et par contre, on a regagné par rapport à la pointe avant, on a réavancé l'aile avant. Là, le Race, vous en êtes où des fiabilisations ou des modifs? Parce que je sais que c'est un modèle qui a un peu évolué au début, le temps de le finaliser. Ouais, bah là c'est bon, là on bouge plus, il est validé là. De toute façon, on a dû le bloquer à la jauge PWA, donc pour la PWA, en tout cas, on a bloqué un modèle, on a bloqué des dimensions et on a revu certaines formes au niveau raider, au niveau résistance sur les ailes, mais c'était pas du tout sur des parties qui sont bloquées par la jauge. Là c'est bon, on est parti sur la commercialisation et puis du coup là on a acheté justement la lupe pour faire les moules de définitifs. Série, Alors, effectivement, c'est des moules qui ont l'air assez complexes parce que la géométrie elle est pas plate. Hein. Ah ouais, ça demande beaucoup de matière et beaucoup d'assemblage justement d'imbrication de blocs. Pareil sur le moule de Stav Race là, on voit on a quand même des formes, on a des volumes et des formes qui complexifient beaucoup les moules. Ah, donc là, on voit l'évolution, par exemple, de la géométrie de l'aile avant, enfin, en fait, du support de l'aile, ouais. Avec un support qui est beaucoup plus épais maintenant pour résister aux contraintes. Voilà. Et éviter la casse. Tu as plusieurs mois de test sans aucune rupture avec cette première aile là. On s'est aperçu que dans certaines conditions, c'est surtout lors de chute en fait, qu'on s'arrivait à forcer sur principalement la jonction là, ouais. Et que on arrivait à fissurer des ailes. Donc on a renforcé nos ailes pour résister à ces contraintes. On se doute que dans le processus de développement, il y a eu de la casse et des ailes qui sont fissurées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des foils entièrement cassés ou à chaque fois c'est des fissures et ils récupèrent quand même les morceaux? On a déjà eu des ailes entièrement cassées. D'accord. Des foils, c'est plutôt des fissures. D'accord. Et, les ailes, c'est arrivé qu'on ait des... là, surtout sur cette géométrie d'aile avec ce genre d'encastrement. Il y a un bout, là. On voit. Où on a carrément cette pièce-là qui s'est arrachée. Voilà. Ça fait partie du développement. Ah oui, effectivement. L'aile avant, l'aile après. Voilà. Donc on voit que malgré tout, il y a des efforts. Donc, malgré tout, il y a des efforts. Ouais. En utilisation standard, on est largement au-dessus de ce qu'il y a besoin. De la sécurité, de ce qu'il y a besoin. Mais on s'est aperçu que c'est vraiment lors de chute qu'on casse le foil. C'est pas forcément lors de chute où on explose tout, c'est vraiment même des sorties d'eau où on revient planter ou quand on vient planter dans l'eau, enfin ça peut être à ces moments-là qu'on peut... D'accord. C'est pas forcément des fois où on se fait complètement arracher et il y a moins d'efforts quand ils lâchent tout le matos que quand ils sont dessus et qu'ils essaient de récupérer et de restabiliser. D'accord. Et encore plus avec les grosses planches de foil de maintenant qui ont vraiment beaucoup de volume et qui... si ça décroche, la planche elle va tout de suite replaquer à l'eau et là avec le volume, le foil continue à descendre, la planche reste à plat et les efforts sont encore plus importants. Alors on a compris qu'une fois que les géométries sont à peu près connues, c'est la rigidité qui fait une partie du contrôle. Ouais. Et là-dessus, vous vous défendez pas mal. Ouais, on se défend. On fait le maximum. Comme Loïc expliquait tout à l'heure, avec les procédés qu'on a aussi, ça nous permet vraiment de mettre les fibres le plus à l'extérieur possible de notre pièce et d'avoir le plus de rigidité possible. On a fait des pièces pleines aussi avant et on a vu quand même des écarts de rigidité avec des pièces en sandwich. On mesure nos foils en torsion et on les contrôle régulièrement et même pour mettre au point en recherche et développement, on a des bases de données sur lesquelles on ne veut vraiment pas dévier. Ouais. Pas dévier, même on s'est amusé à réduire les épaisseurs aussi à différents endroits et à aller mettre des fibres ultra haut module pour garder vraiment de la rigidité et on arrive toujours au compromis épaisseur et rigidité. Et si on dépasse le point de rigidité trop bas, si on est trop souple en fait,